va découvrir des affiches sélectionnées dans les collections de la Bibliothèque de Genève avec le fonds Alosis, et je salue les personnes qui ont collecté une partie des affiches que vous allez voir à la fin des années 70 et qui les ont versées à la ville, dans les affiches des archives contestataires et un petit peu dans celles du Collège de Travail. Et puis, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir nos deux invités. Donc, on est très content de vous accueillir. On vous a contacté parce qu'il nous semblait que vous pouviez avoir des perspectives tout à fait complémentaires sur la thématique. À la fois une perspective d'homme de terrain, donc ici, monsieur Florian Rochard, un homme d'engagement sur toute une vie, toute une carrière. Vous avez milité dans le champ des luttes anti-impérialistes et des relations Nord-Sud dès la fin des années 60, entre Neuchâtel, Lausanne, Genève, où vous vous établissez vraiment en 76. Et puis vous allez placer cet engagement au cœur de votre travail, de votre carrière professionnelle, d'abord permanent puis directeur du CETIM à Genève de 87 à 2009. Vous êtes aujourd'hui encore membre du comité de ces CETIM. Et puis monsieur Nuno Pereira, donc, qui est historien indépendant et traducteur, vous consacrez toutes vos recherches, enfin une grande partie de vos recherches à ce type de mobilisation, donc les années 60 et 70. Vous êtes titulaire d'une thèse au cours de laquelle vous avez consulté, interviewé entre 100 et 200 personnes, militants et militantes dans la génération des années 68. Et cette thèse est intitulée « Anti-impérialisme et nouvelle gauche radicale dans la Suisse des années 68 ». Et actuellement, vous travaillez à finir un ouvrage qui paraîtra prochainement sur les conséquences biographiques de cet engagement pour ces générations-là. Votre collègue Cécile Péché, qui vous travaillez, et monsieur Gautreau, qui n'est pas là, travaille avec vous pour ceci. Et ces recherches, elles ont aussi eu des conséquences dans votre biographie. Donc deux hommes de terrain, puisque vous avez choisi de quitter Genève et de vous installer dans une communauté agricole et collective il y a une quinzaine d'années. Et vous êtes venu exprès pour parler avec nous ce matin, enfin ce midi. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nuno Pereira commencera avec une introduction un petit peu générale sur la thématique, puis nous traverserons ensemble différentes parties du globe depuis les manifestations à Genève et en Suisse romande. Merci beaucoup. À vous. Merci Myriana. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais commencer donc par dire quelques mots en introduction sur cette thématique des solidarités internationales. Ces années 60, les années 70, ce qu'on appelle souvent les années 68, ont été vraiment une décennie, une grosse décennie, un cycle de protestation, de contestation sociale, politique, culturelle, dans lesquels on observe une intensification des mouvements de solidarité internationale. Et dans ce phénomène, on perçoit une massification, c'est-à-dire que le nombre de manifestations explose entre le milieu des années 60 et la fin des années 70, et aussi la participation aussi qui explose dans ces années-là. En même temps, on observe une diversification tant sur le plan des contenus qui sont mis en avant lors de ces manifestations, mais aussi une diversification des acteurs engagés et une façon de protester, des actions menées qui se diversifient également. Donc cette solidarité internationale, elle va se décliner en de multiples comités, associations, organisations qui sont animées par des gens, des militants, des membres issus d'horizons très divers. On trouve évidemment des étudiants, mais aussi des chrétiens progressistes, des militants d'extrême gauche, etc., etc. Et dans ces manifestations, dans ces mobilisations, le répertoire d'action protestataire, qui est renouvelé par la contestation de 68, va se déployer pleinement pendant une grosse décennie. On trouve évidemment des manifestations de rue, mais aussi des sit-ins, des distributions de tracts, théâtres de rue, des meetings de solidarité, des fêtes, enfin, et j'en passe. On va en voir quelques-unes. Et on trouve aussi des actions d'éclat qui à l'époque ont pris pour cible des locaux, des lieux symboliques des pouvoirs politiques et économiques, notamment à Genève. On voit qu'une grande créativité militante se manifeste, qui cherche à attirer l'attention sur une question de solidarité internationale, que ce soit pour condamner l'impérialisme, alors le plus souvent les États-Unis évidemment, mais aussi pour condamner un régime dictatorial ou pour en soutenir un autre,
et aussi pour dénoncer l'attitude de la politique extérieure de la Suisse. Voilà. Donc je passe maintenant, comme Myriana vous l'a dit, je vais passer en revue les principales mobilisations par secteur géopolitique, on pourrait dire. À commencer par l'Asie du Sud-Est et évidemment le Vietnam. Alors le Vietnam qui représente le combat emblématique de toute cette génération de 68, c'est vraiment un des moteurs de la contestation et qui représente le symbole de la résistance d'un petit peuple à la domination de l'impérialisme occidental. Parmi les gens qui s'engagent pour le Vietnam, on trouve évidemment des pacifistes, des antimilitaristes, des gens qui sont aussi engagés dans les courants de gauche, mais aussi des cercles chrétiens. Et puis, à partir de la fin des années 60, on trouve beaucoup de jeunes militants qui sont à l'extrême gauche. Donc, toutes sortes d'organisations d'extrême gauche qui sont créées donc à gauche du Parti du Travail et qui vont projeter sur le Vietnam leurs horizons d'attente, leurs espoirs révolutionnaires dans cet engagement. Et c'est ce dernier courant, donc l'extrême gauche, qui va s'engager, qui va être le plus dynamique en fait après 68 et qui va massivement investir la rue et les manifestations, que ce soit pour manifester contre l'agression américaine au Vietnam ou pour la victoire et l'émancipation des peuples du Vietnam, du Laos, du Cambodge, parce qu'on appelait aussi à l'époque l'Indochine. Un deuxième ensemble de mobilisation prend pour cible, on dirait, les régimes dictatoriaux qui existaient encore à l'époque dans le sud de l'Europe, l'Espagne, la Grèce, le Portugal. Et les campagnes les plus marquantes sont sans doute celles qui ont soutenu la lutte antifranquiste en Espagne, un mouvement intéressant puisqu'il faisait le lien entre une vieille, je dirais, solidarité antifranquiste qui datait de la guerre d'Espagne dans les années 30 et cette nouvelle élan de solidarité qui est plus portée par des idéaux anticapitalistes et anti-impérialistes. Une solidarité qui s'est notamment, vous allez le voir, manifestée lorsqu'il y a eu des procès contre les opposants à Franco en Espagne, et des mobilisations qui ont été très importantes en Suisse et qui ont notamment bénéficié de la présence de nombreux immigrés espagnols, notamment à Genève, des immigrés qui étaient souvent très politisés et qui ont aussi participé, qui ont contribué à dynamiser le mouvement ouvrier en Suisse. Alors, outre l'Espagne, il y a, je passe très rapidement sur la Grèce, il y a une dictature, la dictature des colonels entre 67 et 74, et il y a eu aussi un mouvement de solidarité en Suisse, à Genève, notamment soutien aux étudiants en Grèce et aux prisonniers politiques. Et puis le troisième exemple pour l'Europe, c'est le Portugal, la dictature portugaise de Salazar, de Caetano, qui dure près d'un demi-siècle et qui va prendre fin en 1974 avec la révolution des œillets, dont on fêtera la semaine prochaine le 50e anniversaire. Et ce qui distingue cet engagement contre la dictature portugaise des autres engagements que j'ai mentionnés, l'Espagne et la Grèce, c'est la présence des colonies. C'est que le Portugal, à l'époque, possédait des colonies, essentiellement en Afrique, et que dès la fin des années 60, cet élan de solidarité va prendre pour cible, disons, va prendre une coloration anticolonialiste très forte et va soutenir les mouvements de libération en Angola, en Mozambique, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert. Donc, le point culminant de cette mobilisation, ça a été la présence du Portugal comme invité d'honneur au comptoir suisse à Lausanne en 1973. On verra une affiche à ce propos-là. Et au cours des années suivantes, la deuxième moitié des années 70,
le regard va se porter, comme on va le voir aussi avec les affiches, vers l'Afrique australe, hein, pour des pays comme le Zimbabwe, la Namibie, et sur des mouvements sociaux qui luttaient contre l'apartheid en Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, qui rassemblait déjà depuis le début des années 60 des militants, essentiellement des militants antiracistes, qui venaient des courants notamment chrétiens, cette Afrique du Sud, elle va prendre le relais à la fin des années 70, comme point de focalisation de la solidarité internationale, lorsque la remise, en particulier la remise en cause des relations entre la Suisse et l'Afrique du Sud va s'affirmer de plus en plus. Mais hormis l'Afrique, ces mouvements de solidarité internationale, ces mouvements anti-impérialistes, ils témoignent d'une forte aspiration à l'émancipation et au développement du tiers-monde dans son ensemble. Et alors on n'a pas le temps évidemment d'évoquer toutes ces mobilisations. À Genève, une mobilisation a été assez importante, c'est celle qui s'est solidarisée avec l'Iran, donc l'Iran du Shah, avec les opposants à la dictature iranienne, donc jusqu'à la révolution islamique à la fin des années 70. Et puis, un mouvement de solidarité encore plus durable, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est évidemment le soutien à la lutte du peuple palestinien, et à partir du milieu des années 60, et des comités palestiniens et l'association de soutien à la Palestine qui poursuivent leur engagement aujourd'hui. De son côté, l'Amérique latine, elle aussi, a suscité un vif intérêt dans le sillage de la révolution cubaine de 1959. Ce continent va aussi alimenter l'imaginaire, je dirais, révolutionnaire de ces jeunes contestataires pour lesquels la figure notamment bien connue de Che Guevara était déjà une icône. Et pour l'Amérique latine, ces années 60, ces années 70 vont être des années d'instauration de dictatures militaires très dures. Et le cas le plus marquant pour la solidarité, c'est probablement le Chili. L'expérience de l'unité populaire chilienne entre 70 et 73, qui avait déjà suscité de l'intérêt des courants de gauche en Suisse. Et puis en septembre 73, le renversement de l'unité populaire, de cette voie chilienne vers le socialisme, et la violence de la répression exercée par la junte de Pinochet contre les opposants vont engendrer une vague de solidarité extrêmement importante en Suisse, qui vont apporter non seulement un soutien à la résistance chilienne, donc au Chili et dans l'exil, et aussi un soutien concret aux exiliés chiliens en Suisse, qui étaient accueillis, je dirais, au compte-gouttes par la Confédération. Alors, mis à part le Chili, il y a eu aussi des mouvements de solidarité importants avec les victimes des dictatures militaires en Argentine, au Brésil, et un élan de solidarité qui, je dirais, s'est porté de plus en plus sur les thématiques des droits humains. Alors, comme on le voit, les exemples que je viens de citer là, dans ce contexte de la guerre froide, ils concernent surtout le bloc occidental. Mais il faut souligner qu'il y a eu des mouvements de solidarité aussi importants avec les opposants aux pays de l'Est. Donc des mouvements qui ont été très marqués par le printemps de Prague, donc en 68, et puis par la répression soviétique qui s'est exercée par la suite. Et donc ces mouvements dans les années 60, les années 70, les années 80 vont aussi soutenir ces aspirations à la démocratie, au socialisme, je dirais, démocratique dans les pays de l'Est. Alors, si je synthétise un petit peu, les mouvements de solidarité internationale qui sont à l'origine des affiches que vous allez voir, ils ont contribué, je dirais, à un mouvement d'ouverture, un élan d'ouverture de la Suisse au monde. Ils ont profondément remis en cause le rôle et la place de la Suisse à l'échelle internationale, en mettant souvent en évidence la complicité des autorités suisses et des entreprises suisses avec l'impérialisme américain,
et le soutien aussi suisse à des régimes dictatoriaux et de façon plus générale la participation de la Suisse à, je dirais, au mécanisme de domination du tiers-monde en particulier. Et dans ce cadre, les courants qui se sont engagés de cette solidarité-là, ils postulaient une interdépendance des luttes d'émancipation à l'échelle mondiale, aussi en Suisse, avec des slogans tels que leur combat là-bas est aussi le nôtre ici. Donc c'est des courants de solidarité qui ont aussi porté un regard sur la Suisse et notamment sur les immigrés en Suisse. Alors on ne va pas vraiment s'en occuper aujourd'hui, mais simplement pour donner un tout petit peu le cadre, les années 70 c'est aussi les années, ce qu'on les appelle les années Schwarzenbach, où il y a eu ces initiatives xénophobes en Suisse, et que ces mouvements de solidarité internationale ont aussi apporté leur soutien aux immigrés en entretenant, on pourrait dire, un dialogue constant et dynamique entre la Suisse et le monde, dans une perspective, je dirais, d'émancipation locale, mondiale, d'émancipation totale et globale. Voilà, pour cette introduction. Alors, on va donc commencer, on va évoquer un peu la question du Vietnam, et on commence avec cette affiche-là qui est intéressante, parce que ça c'est le tout début de la mobilisation pour le Vietnam, et vous allez voir comment ça change un tout petit peu. Ça, je dirais que c'est la première génération de gens qui sont engagés pour le Vietnam. PO Vietnam, c'est essentiellement des gens qui étaient proches du Parti du Travail, donc des communistes à la plaine de Plainpalais, et vous voyez un tout petit peu comment comment ça s'organise et puis comment ça va changer dans les années qui suivent. Oui, bonjour tout le monde. Bien, merci beaucoup pour cette introduction qui est déjà presque tout dit. Mais j'aimerais peut-être insister sur un point que tu as évoqué vers la fin de ton intervention, c'est que nous nous considérions partie prenante, je parle de la gauche radicale, etc., partie prenante de ces luttes contre l'impérialisme, le capitalisme impérialiste, partie prenante dans le sens qu'on considérait aussi qu'on était dans ce système, et que c'était le même système que l'on combattait. Alors bien sûr, le degré d'engagement ou le degré, disons, de mort et de confrontation n'était pas du tout le même ici à Genève qu'il l'était, ou à Genève ou à Lausanne ou en Europe d'ailleurs, qu'il l'était au Vietnam, mais c'était l'idée véritablement qu'on n'était plus à l'époque de soutien aux luttes anticoloniales, comme disons quelques camarades, mais avant les organisations qui sont derrière ces affiches, que ces organisations existent, des camarades, les plus vieux d'entre nous, avaient participé aux luttes de soutien par rapport à la guerre d'Algérie, par exemple, ou à l'émancipation des peuples d'Afrique, les camarades belges qui habitaient la Suisse, par rapport au Congo, etc. Mais là, on était véritablement par rapport dans une lutte contre l'ensemble du système. Et ça me paraît assez important à souligner. Deuxième point sur lequel, avant qu'on aborde plus précisément encore la question du Vietnam et des peuples cambodgiens ou laotiens, etc., c'est que nous ne considérions pas que nous étions des tiers-mondistes. On en parle souvent, on dit les tiers-mondistes, etc. Non, on ne considérait pas que le terme de tiers-mondiste recouvre souvent une notion de condescendance, de soutien au peuple du Sud qui souffrait véritablement le grand choc de l'impérialisme, ce qui est bien vrai, évidemment, mais nous considérions que nous étions sur un pied d'égalité, et que c'est plutôt les peuples du Sud qui nous soutenaient dans nos luttes. C'était la partie avancée des luttes, et non pas une partie qui essayait de rattraper la situation de l'Occident. Voilà ce que je voulais dire juste en introduction sur cela.
encore quand même un ou deux mots, les luttes ici étaient nombreuses. Et il y avait, on était à la fin des années des 30 glorieuses, la remise en cause de l'État social. Et il y avait justement ce que tu viens de dire, tout cet élan qui avait été donné par les mobilisations de 68 en Allemagne, en France, etc. Et il y avait le mouvement féministe qui avait repris effectivement beaucoup de force, et surtout sur le droit à l'avortement, mais aussi toujours le droit de vote qui n'était pas encore acquis d'ailleurs. Il y avait le début des mouvements écologistes, surtout sur les centrales nucléaires, donc il y avait une panoplie de luttes. Et notre combat ne se résumait pas à la solidarité avec les luttes d'émancipation et anti-impérialiste. Voilà ce que je voulais juste ajouter au début. Alors, quelques mots sur ces affiches-là pour vous montrer que justement, il y a eu vraiment un changement dans le discours, dans les modes de mobilisation. Et la mise avant, tout à l'heure, on a vu une photo sur la plaine de Plainpalais qui demandait la paix au Vietnam, alors que ces courants-là, post-68, ils vont plutôt axer sur la victoire des peuples d'Indochine, des peuples vietnamiens, laotiens, etc. Donc un discours beaucoup plus offensif, beaucoup plus radical, et qui aussi entend répondre à la violence qui est perçue de l'impérialisme. L'affiche qui est à droite, vous voyez, il y a à peu près une vingtaine d'organisations, y compris, pas que des organisations politiques, à la Lichus des droits de l'homme notamment, par exemple, mais qui a été, c'est une affiche qui concernait probablement la manifestation au Vietnam la plus grande qui a été organisée à Genève, au lendemain des bombardements massifs que Nixon a ordonnés sur le nord du Vietnam, à la fin 72, et ça au tout début, janvier 73, une manifestation qui a été organisée ici, et qui a aussi pris pour cible des intérêts américains, politiques et des entreprises aussi. Donc il y a eu vraiment un engagement qui a pris une tournure beaucoup plus radicale. D'autres exemples de cette solidarité avec le Vietnam là c'est aussi un soutien aux prisonniers politiques, après les accords de Genève, après le désengagement progressif des États-Unis au Vietnam, un soutien aux prisonniers politiques, et puis dans l'affiche de droite, c'est une affiche intéressante, c'est une manifestation internationale qui a eu lieu à Milan, dans laquelle des organisations suisses, genevoises, des militants genevois ont participé pour montrer qu'il y avait des circulations militantes de textes, de pratiques, il y avait des échanges internationaux dans ces mouvements-là, et que donc la réponse à cette oppression impérialiste était aussi internationale et était aussi locale et nationale. Donc il y avait vraiment toutes sortes de réseaux d'organisations de solidarité. Oui, je voulais m'arrêter sur cette dernière affiche à gauche, parce qu'effectivement il y avait un peu deux types de mobilisation. La première mobilisation qu'on a montrée avec le tapis de bombe, c'était aussi l'agent orange, c'était la déforestation, la défoliation, etc. Et donc des mobilisations très larges qui étaient extrêmement importantes pour soutenir le peuple vietnamien et les peuples cambodgiens, qui en ont reçu encore plus d'ailleurs que le peuple vietnamien du point de vue du nombre de bombes. Donc c'est des mobilisations de grande ampleur, mais qui réunissaient des gens qui n'avaient pas forcément le même projet de société en tête. Et là, on est beaucoup plus dans cette affiche, une photographie très offensive, où on voit cette jeune militante vietnamienne, une femme, petite, en taille, qui tient en respect cet énorme GI, on ne sait pas qui il est, c'est peut-être un facho, ou c'est peut-être
un conscrit qui n'a pas demandé à partir là-bas, hein. Mais c'était toute la symbolique de la lutte pour l'émancipation d'un peuple, pour une autre société aussi, par rapport à l'impérialisme, avec à sa tête les États-Unis, mais pas seulement, voulant imposer son mode de société, sa conception de la vie au monde entier. Donc on est dans ces deux registres. Le troisième point que je voulais dire, c'est qu'il y avait un peu une divergence aussi, et on le remarquera dans le nom des comités ici, une divergence dans la gauche dite radicale. Une partie insistait sur l'aspect Indochine, c'est-à-dire l'aspect global de l'ancienne colonie française, qui comportait en plus la Thaïlande et la Birmanie, hein, donc c'était un vaste territoire de rente pour la France. Et un autre point de vue qui, quand même, mettait plus l'accent sur les luttes d'émancipation différentes, avec des projets pas forcément tout à fait identiques dans les trois peuples qui restaient en confrontation avec les États-Unis, c'est-à-dire le Cambodge, le Kampuchea, comme il s'appelait, le Vietnam et le Laos. Et ça, je pense que c'est aussi une distinction qui va continuer dans la gauche de la gauche, c'est-à-dire une insistance aussi sur l'importance de lier le projet d'émancipation socialiste, etc., à un projet national, l'ancrer dans la réalité d'une nation, ou d'un ensemble de nations, et une approche plus globaliste, parlant de révolution mondiale, etc. Mais ce n'est pas des pôles protagoniques, mais quand même une approche assez différente. Donc on arrive ici sur un autre ensemble de mobilisation qui concerne l'Espagne. Et ce qui est intéressant, déjà, c'est qu'on trouve des affiches en espagnol, hein, parce qu'il y avait évidemment énormément d'immigrés espagnols, comme je dis tout à l'heure, qui étaient aussi politisés, aussi des membres de ces comités, de ces commissions ouvrières, hein, qui étaient ce syndicat illégal qui existait depuis les années 60 en Espagne et qui combattait la dictature et souffrait une répression très, très violente de la part du régime de Franco. Donc, à droite, il y a une affiche intéressante, parce qu'en 74, il est un grand meeting, un des plus grands meetings, je dirais, antifranquistes au niveau mondial, qui a été organisé à Genève, essentiellement par le Parti communiste espagnol, et soutenu par le Parti du travail en Suisse, et qui a réuni deux figures historiques du Parti communiste espagnol, la Pasionaria, Dolores Ibarruri et Santiago Carrillo. C'est ce meeting qui a été organisé à la patinoire des Vernets, qui a réuni à peu près 20 000 personnes qui sont venues de toute l'Europe. Voilà, et à l'époque, ils n'avaient pas le droit de s'exprimer. Donc ce qui s'est passé dans ce meeting, dans beaucoup d'autres aussi, c'est que leurs interventions ont été enregistrées sur bande sonore et on a projeté, disons, on a sur des haut-parleurs leurs interventions parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'exprimer politiquement en tant qu'étrangers sur ces questions-là. On a parlé des commissions ouvrières. J'ai travaillé au Mont-sur-Lausanne, à l'imprimerie de notre organisation. Ça, c'est la version française d'un bouquin qu'on a sorti, qui avait été écrit en Espagne, de soutien aux luttes des commissions ouvrières, des luttes ouvrières de manière générale en Espagne, et qui faisaient passer clandestinement, non seulement en France, mais surtout en Espagne, par quand même grand lot de livres. Ce que j'aimerais quand même peut-être souligner aussi, c'est que cette idée en introduction, la guerre d'Espagne, c'était un grand moment de mobilisation, mais aussi un enjeu énorme. La question de nos parents, enfin nos pères, surtout en fait, mais pas seulement les pères, puisque il y a eu un article récent qui indiquait qu'il y avait quand même 35 femmes, je crois, suisses, qui avaient participé
aux brigades, donc même si elle participait surtout, on l'était réduite à participer plutôt comme infirmière que comme combattante avec le fusil. Mais c'était une question qui s'est véritablement posée fortement à la génération de mon père. On part pas, on va soutenir, il y a quand même beaucoup de brigadistes. Et dans cet enjeu-là, à l'époque, dont nous connaissions, disons, la vitalité, il y avait d'une part un enjeu immédiat, dans le sens qu'on sentait que c'était la préparation, la dernière pour essayer d'éviter l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi un soutien à un projet de société alternative, pas radicalement alternative, mais c'était la République d'Espagne qui, surtout par rapport à la situation très réactionnaire, très rétrograde qui dominait l'Espagne jusqu'alors, représentait un enjeu important. Alors, de nouveau, au début des années 70, on est à la fin du régime franquiste, il est en bout de course, disons, véritablement. Il y a un enjeu immédiat, qui est de sortir des griffes de ce régime les derniers militants arrêtés qui vont être fusillés. C'est un enjeu qui a mobilisé très largement, de nouveau. J'ai vu même des articles dans le Monde qui appelaient quasi qui n'était pourtant pas un journal fortement révolutionnaire, appelait à la mobilisation. Et un enjeu qu'on retrouve un peu dans l'affiche qui était tout à l'heure avec présenté par le Parti communiste espagnol, celui-là, c'est quel avenir après la chute du franquisme. Et là, il y avait un débat qui était beaucoup plus restreint, mais qui était aussi important, qui était conclu, comme on sait, par la mise en scène d'un régime monarchique, avec l'escroc qui était placé à la tête du pays, même si c'est une figure simplement de tutelle. Voilà, ces deux éléments-là me paraissent relativement importants à soulever. Maintenant, on va passer, je crois, à la question du Portugal, qui va suivre. Je me permets de lancer parce que il y a des éléments importants, à ma connaissance, à mon souvenir en tous les cas, c'est qu'effectivement, il y avait une classe ouvrière organisée, militante, espagnole en Suisse, qui a apporté une grande contribution à ce qu'on a appelé la renaissance du mouvement gréviste en Suisse au début des années 70. Par contre, à ma connaissance, je n'ai pas souvenir qu'il y avait des organisations portugaises fortement présentes. Il y avait des militants, entre autres des militants individuels, qui avaient subi la répression au Portugal. Il y avait des militants qui s'étaient coupés les phalanges pour éviter d'aller combattre les rébellions et les soulèvements pour l'émancipation dans les colonies portugaises. Mais il y avait donc une solidarité à ce niveau-là, individuelle ou un peu clandestine, si on veut, mais il y avait, à ma connaissance, pas une participation massive et organisée de l'immigration portugaise ici. Et ce qui est significatif, c'est que cette affiche-là est la première affiche, je crois, qui est sur le Portugal. En tant que telle, elle est d'après la Révolution des œillets, et pas d'avant. Par contre, la première affiche qu'on va montrer tout à l'heure sur les luttes pour l'émancipation des colonies portugaises, des peuples, elle est justement d'avant, là je repasse la parole puisque tu l'avais introduit tout à l'heure, mais c'est la seule qui précède la Révolution des œillets. Oui, alors rapidement sur le Portugal, c'est vrai qu'il y avait un mouvement de soutien aux opposants à la dictature, donc il s'est donc terminé avec la Révolution des œillets en avril 74, et sur les 1 an et demi qui ont suivi ce coup d'État, en fait, qui a mis fin à la dictature, on a pu observer le développement d'un mouvement de solidarité avec des luttes sociales qui étaient très importantes au Portugal. Au Portugal, cette période est connue comme le processus révolutionnaire en cours. Donc,
qui s'est poursuivi pendant 1 an et demi, et qui ensuite a pris fin, et donc il y a eu une transition, je dirais, vers une démocratie plus conventionnelle. Mais pendant ces mois-là, ces mois d'effervescence, au Portugal, tout semblait possible, un peu comme mai 68. Voilà. Et puis, ensuite, alors, comme tu disais, on peut passer maintenant aux colonies. Donc, la fiche de gauche, tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement la question du comptoir, donc l'invitation du Portugal au comptoir suisse à Lausanne en 73, et puis donc le soutien à ces mouvements de libération et la critique très virulente contre les autorités suisses qui, d'une part, donc, en invitant le Portugal, font preuve à leurs yeux de complicité envers la dictature portugaise et donc d'opposition au mouvement de libération. Donc ça, c'était avant la révolution des œillets. Et puis l'affiche de droite, elle est aussi postérieure à la révolution des œillets, c'est-à-dire qu'il y a eu la révolution au Portugal, mais ces peuples africains n'ont pas immédiatement obtenu leur indépendance, et que cette affiche-là, elle demandait encore, un soutien au mouvement de libération qui continuait la lutte, en fait, même après la révolution. Ça a duré quelques mois. Et puis, comme je l'ai aussi mentionné tout à l'heure, un élargissement en fait, du regard, non seulement aussi de militants qui étaient engagés dans la solidarité avec les colonies, la lutte de libération des colonies portugaises, mais qui ont aussi élargi ces espaces géographiques à l'Afrique australe, donc la Namibie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, soutien au peuple en lutte pour leur libération. Donc ça, c'est un slogan qui est vraiment emblématique d'un peu de toute la période. Et alors l'affiche de droite qui montre aussi de façon très frappante et très choquante aussi la violence, non seulement de l'oppression, je dirais, impérialiste dans ces pays-là, mais aussi la ségrégation raciale, parce que tous ces pays d'Afrique australe, il y avait vraiment une discrimination d'une toute petite minorité, exercée par une toute petite minorité blanche contre l'immense majorité des peuples noirs. Peut-être sur l'affiche qui a été présentée sur la manifestation de Lausanne en 73, je me souviens en tout cas qu'il y avait eu pas mal de tensions au moment de la manifestation, ou dans la manifestation. Elle était devant le comptoir, devant la foire de Lausanne, le comptoir suisse, ça s'appelait, au palais de Beaulieu. Et il y avait un courant qui voulait une confrontation, ou cherchait une confrontation avec la police qui gardait le palais de Beaulieu, et qui faisait que le contact était un peu coupé avec les visiteurs de la foire, et d'autres qui voulaient préserver l'unité large, parce que cette manifestation, ça indiqué dans le nombre de signatures là, mais une unité large de protestation contre le fascisme au Portugal, mais aussi de soutien justement aux luttes d'émancipation anticoloniales des peuples d'Afrique sous colonialisme portugais. Ça c'est peut-être l'élément que je voulais soulever. Le deuxième élément, c'est sur la liaison entre Afrique australe et Portugal. On sait que le Portugal et l'Angleterre, disons la Grande-Bretagne, est en concurrence coloniale pour se partager ou se bouffer le morceau de l'Afrique, du sud de l'Afrique, disons. Mais c'était quand même deux types de mobilisation et des types de soutien qui étaient de nature un peu différente, même si l'Afrique du Sud est intervenue en Angola, donc il y a eu une liaison qui s'est faite au niveau militaire, mais sinon, il y avait une mobilisation par rapport aux colonies portugaises
de soutien à ces luttes d'émancipation qui étaient relativement autonomes, mais qui étaient pas mal divisées selon les pays. Hein, il faut aussi le dire, il y a eu des confrontations. Donc parce qu'il s'agissait aussi de colonies de peuplement large hein, et important, surtout dans le sud. Et par rapport à l'Afrique du Sud, il y avait bien sûr toute la dimension qui mobilisait très largement, et qui était de longue durée, disons, par rapport à la question de l'apartheid, disons, ouais, avec toutes les participations, entre autres, des églises, du Conseil économique des églises et des milieux chrétiens, largement, mais il y a aussi toute une dimension de lutte contre l'Afrique du Sud comme relais de l'impérialisme, comme sous-impérialisme, notamment justement par rapport à la Namibie, par rapport au Zimbabwe, à la Rhodésie, qui était en lutte pour l'émancipation vis-à-vis de la Grande-Bretagne, et, comme je l'ai dit tout à l'heure, son intervention en Angola. Donc, c'est frappant de voir qu'il y a beaucoup de comités qui font la liaison, mais c'est quand même, on avait aussi conscience qu'il s'agissait de lutte qui avait leur unité, mais aussi de perspectives un peu différentes. Et le dernier point sur lequel je vais insister, c'est que par rapport à l'Afrique du Sud, il y avait, disons, des attentes un peu différentes. Il y avait l'ANC qui était le grand mouvement avec Mandela qui a effectivement joué un rôle majeur dans l'émancipation de l'Afrique du Sud. Mais il y avait aussi le mouvement de Steve Biko, comment s'appelait-il, son nom m'échappe. Bref. Et là, il y a toute la dimension panafricaine qui est entrée dans l'histoire, c'est-à-dire tout le mouvement pour unifier l'ensemble des peuples, en tout cas de l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, et c'est une dimension importante parce que justement l'Afrique du Sud jouait l'opposition à toute perspective d'unification de l'Afrique. Une remarque rapide sur l'affiche de droite, qui est assez horrible, c'est très, très violent, et qui est une affiche qui a été diffusée au niveau européen, et qui désigne en fait une autre forme de solidarité, c'est le boycott économique. C'est une affiche qui appelle au boycott de Outspan. Outspan, c'était ça existe encore, une entreprise sud-africaine qui exportait des oranges, qui étaient vendues dans toute l'Europe occidentale. Et puis il y a eu une campagne qui a commencé aux Pays-Bas et puis qui a ensuite pris vraiment une dimension européenne de boycott de cette entreprise, qui exploitait les Noirs de façon disons, particulièrement insupportable. Et cette affiche démontre vraiment cette tête d'enfant qu'on presse comme on presse une orange. Voilà. Alors quand on passe maintenant à une autre ère géographique, c'est l'Amérique latine. Et bon, la photo que vous voyez là, qui a été prise près du Palais des Nations, ça permet de dire qu'une bonne partie des mobilisations, surtout à Genève, notamment pour l'Amérique latine, elles ont pris pour cible les délégations de ces dictatures sud-américaines, pas seulement sud-américaines d'ailleurs, aussi pour l'Espagne aussi, qui venaient par exemple aux conférences de l'Organisation internationale du travail. Et quand ces délégations venaient, il y a souvent eu des manifestations qui ont donc marché jusqu'à l'ONU. Là, ce sont les premières affiches de solidarité avec le Chili, de soutien à la résistance chilienne. Les premiers mois après le coup d'État de Pinochet, il y avait eu encore un espoir qu'il y ait un mouvement, disons, de résistance armée
qui puisse de nouveau rétablir, ou en tout cas puisse vraiment infliger une défaite à la dictature. Ça n'a pas été possible, mais il y a eu une tentative de soutien et un soutien économique aussi, financier, à ces organisations de lutte contre Pinochet qui poursuivaient la lutte au Chili même. Donc, et puis là, quelques mots sur donc l'affiche de gauche, donc qui appelle d'une part à l'expulsion des représentants de la junte chilienne hors de Suisse, et d'autre part qui demande l'accueil illimité aux réfugiés chiliens, parce que le Conseil fédéral, au mois de février 1974, donc quelques mois après le coup d'État, a imposé l'obligation de visa pour tous les citoyens chiliens, et il y avait une politique d'accueil extrêmement restreint et très sélectif de ces opposants chiliens et sud-américains en général en Suisse. Et là, la comparaison qui a souvent été faite, c'est que les opposants au régime de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, avaient été accueillis assez généreusement en Suisse, alors que les opposants, là pour le coup de gauche, ou d'extrême gauche, à ces dictatures sud-américaines, n'étaient pas les bienvenus, ou en tout cas étaient très très peu acceptés. Oui, sur ce dernier élément, en 1956, j'avais 12 ans, donc à la Hongrie. Il y avait eu une minute de silence qui avait été décrétée par le Conseil fédéral sur les radios, dans les bistrots, je crois même dans les écoles, si je me souviens bien. Donc c'est assez significatif, tandis que par rapport au Chili, il y a eu tout l'élan pour essayer de créer des places pour les réfugiés chiliens, qui avaient essayé et qui avaient réussi, disons, à échapper aux griffes du régime. L'Angomai a joué un rôle assez important, la BRCOR a joué un rôle assez important aussi dans toute cette mobilisation. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que je crois que la gauche, de nouveau, au moment de l'élection d'Allende en 1970, n'avait pas attribué, il était content, on va le voir, mais ne considérait pas que c'était une victoire, disons, extrêmement importante. Il y avait quand même, c'est un social-démocrate, il avait eu qu'un tiers des voix, grâce aussi à... Mais au fur et à mesure des prises de position, la nationalisation de positions audacieuses, nationalisation du cuivre, réforme agraire, il y a un intérêt plus important. En même temps, parce que on avait compris que les États-Unis avaient fait de la question chilienne une question centrale de lutte contre les tentatives d'émancipation des peuples du Sud et de construction d'autres sociétés. Et les grandes compagnies américaines comme ITT étaient dans le coup. On sait que la CIA était très proche, disons, dans l'organisation du coup d'État de Pinochet, mais c'était bien antérieur. Déjà, il y avait eu tentative au moment de l'élection même d'influence sur l'élection. Après, il y avait eu les mobilisations des casseroles, là, où les femmes de bonne famille envoyaient leurs bonnes avec les casseroles, taper sur les casseroles dans la rue pour dire la fin. Et donc toutes ces situations-là mobilisaient fortement. Et de nouveau là, il y avait deux pas de tendance, mais deux types de mobilisation. Il y avait un type de mobilisation qui commençait à saisir, on l'a compris quand même précisément plus tard, que c'était le départ du néolibéralisme, du néoconservatisme. Et le point de départ, 73, vraiment qu'on peut dater de cette manière-là, du point de vue politique, du point de vue de l'intervention effective, et toute la dimension aussi, par contre, et en même temps,
toute la dimension beaucoup plus humanitaire, les prisonniers politiques, la répression, etc., etc. Et ce qu'il y a d'heureux, disons, dans toutes ces mobilisations, jusqu'à maintenant, toutes celles qu'on a évoquées, et ce sera vrai pour les suivants, c'est que il n'y a pas eu opposition, il y a eu simplement des degrés d'intégration et de mobilisation différents. Alors sur le Chili, quelques mots sur la fiche de gauche là, juste pour montrer qu'il y a aussi la diversification de ces formes de solidarité. Alors là, on a une fête qui a été organisée à Meigné, donc dans la campagne, une fête de solidarité, pour montrer que cette solidarité-là, elle avait aussi un aspect festif, culturel. On mangeait des empanadas, on chantait des chants révolutionnaires, latino-américains, chiliens notamment. On invitait un musicien comme Michel Buller, était souvent invité. Donc il y avait quelque chose de, je dirais que c'était aussi un moment de convivialité, et que ce n'était pas uniquement quelque chose de politique. On mangeait des empanadas, etc., les peñas, enfin, il y a la danse, la musique, que ça faisait aussi partie de l'attrait, au fond, pour cette Amérique latine, pour cette culture révolutionnaire à laquelle, qui inspirait aussi les militants en Suisse. L'affiche, très rapidement sur l'affiche de droite, et puis qui va faire le lien aussi avec l'Argentine, c'est de plus en plus à la fin des années 70 l'accent qui est mis sur les droits humains et sur les disparus, qui ont été très très nombreux en Amérique du Sud, dans les pays en Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, etc., où il y avait cette opération Condor, donc de concertation entre les différents appareils répressifs de ces différents pays. Et il y a eu notamment un Genevois, un Suisse, Alexei Jacquard, qui a été victime, qui a été enlevé en 77 à Buenos Aires. C'était un militant de gauche. Il était étudiant ici à l'Université de Genève. Il a été enlevé à Buenos Aires. Il a été assassiné au Chili. Son corps a été jeté à la mer, dans l'océan Pacifique, comme des milliers d'autres. Voilà. Et il s'est devenu un disparu. Il y a eu tout un mouvement de solidarité à l'époque, un mouvement au long cours, puisque une génération plus tard, on a obtenu qu'un auditoire à son nom soit inauguré à l'Unimail. Donc voilà. La question des disparus, ou la question de soutien en général aux prisonniers politiques, enfin tous ceux qui ont vu leurs droits humains violés, ça va prendre de plus en plus d'importance dans le cadre de l'Argentine, où il y a eu d'ailleurs encore plus de disparus, comme on disait à l'époque, et notamment pour la fiche de droite là, quand en 1978 il y a eu l'organisation de cette Coupe du Monde de football, il y a des mouvements de solidarité qui ont aussi mis en avant que comment pouvait-on cautionner ça, l'organisation de cet événement-là, c'était une façon d'apporter une caution politique au régime de répression en Argentine. Peut-être qu'il y a une chose à souligner aussi par rapport, en revenant à la question du Chili. Le mouvement de la gauche révolutionnaire du Chili, qui avait soutenu l'élection d'Allende, s'était montré quand même relativement critique en disant on ne peut pas sous-estimer la question de l'armée, de la lutte armée et de l'institution de l'armée. Il y avait un aspect critique par rapport à ce qui était considéré, et qui s'avérait effectivement vrai, une certaine légèreté, disons, d'Allende, une confiance trop grande en l'institution de l'armée et sa attitude qui serait démocratique et respect des institutions, justement. Et si je vous raconte ça, c'est que les leçons prolonges ont été tirées par Chavez 25 ans après. Chavez, au Venezuela, a insisté justement sur cette liaison nécessaire
entre le mouvement d'officiers progressistes, et progressistes, et c'était là-dessus, patriotes, mais aussi progressistes, et du peuple. Et probablement, c'est ce qui fait aussi que maintenant, presque 25 ans après l'élection de Chavez, le mouvement continue, avec des hauts et des bas, malgré la répression énorme, les blocus, etc., organisés de nous par les net américains. Il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites, par exemple Maurice Lemoine, qui est un bon connaisseur de la situation. Et je crois que ces leçons qui ont été tirées par Chavez de l'expérience du Chili, la gauche, les a pas toutes, dans son entièreté, les a pas toutes tirées. Et pour ma part, bon, moi j'ai été au Venezuela en 2006, puis je suis retourné en 2008, parce que je pense que véritablement, avec ses faiblesses, avec ses avancées ou ses demi-avancées, etc., c'est une expérience extrêmement intéressante, et je voulais juste le souligner aujourd'hui. Là, on a des affiches qui concernent le Brésil, donc une autre dictature qui a duré pendant 20 ans. Pour l'affiche de gauche, ce qui est intéressant, c'est la remise en cause très claire de la Suisse, de la bourgeoisie suisse, comme soutien au fond à la dictature brésilienne. L'affiche de droite, elle aussi, qui au départ concerne le Brésil, mais qui met en évidence la question de l'asile, de l'asile politique comme un problème au niveau mondial et donc au niveau suisse. Voilà. Alors, voilà, ouais, ça va. Il y a un très bon article qui est paru sur le Brésil dans le Courrier du 8 avril. Deux jeunes chercheurs, jeunes, je ne sais pas si elles sont jeunes, j'ai deviné qu'elles étaient jeunes, Gabriela Lima et Gaëlle Schiller, sur l'implication très forte de la Suisse par rapport à la dictature militaire au Brésil, et comment elle en a profité, comment les investissements sont multipliés, etc. Et je crois que c'est important à souligner. Et ce que tu as dit au début, ici, il y avait à Genève pas mal de réfugiés brésiliens, avec des liens assez forts, de nouveau au niveau presque individuel et clandestin. Il y avait à la Bourg de Four, il y avait 2 ou 3 appartements, parce que c'était un quartier pauvre, si je puis dire, c'était en partie des taudis, Bourg de Four à l'époque. Donc il y avait des noyaux de militants brésiliens avec lesquels on était liés, on échangeait, etc. Oui. Et par rapport à l'Argentine, une question que tu n'as pas soulevée, c'est la guerre des Malouines. Et la guerre des Malouines, elle a aussi divisé chez nous, dans nos propres les rangs de ma propre organisation, je dirais, à l'époque. Certains disaient qu'il fallait soutenir la tentative de libérer les Malouines par la dictature argentine, parce que c'était les dictateurs qui étaient de ce côté-là. Et d'autres qui disaient qu'on ne pouvait pas, clairement les Malouines étaient argentines, ou devraient être argentines, mais qu'il ne fallait pas, à travers cela, cautionner la dictature des militaires. Voilà. On passe maintenant rapidement sur un autre le soutien aux opposants au régime du bloc de l'Est. Donc, là, il y avait eu en 68, donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le printemps de Prague, la répression soviétique, et là on a une manifestation qui est une dizaine d'années plus tard, qui rappelle cela, et puis un soutien à un mouvement de démocratisation, la charte 77, qui est portée essentiellement par des intellectuels tchécoslovaques, dont Václav Havel. Voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais simplement de montrer aussi qu'il y avait tout des cercles de soutien à ces opposants, à ces mouvements de démocratisation dans les pays de l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie, etc.
tout aussi... et là, c'est un peu plus tard, les deux affiches suivantes, c'est Solidarność, là on est déjà à Pologne au début des années 80, mais qui se situe aussi... Alors, pour les fins des années 70, début des années 80, c'est un petit peu... Les mouvements de solidarité internationale, ils sont bien moins vigoureux qu'au début des années 70, donc il y a beaucoup moins de gens qui sont engagés, mais je dirais que ces mouvements se poursuivent tout de même et changent. Alors, on n'a pas vraiment le temps d'analyser ça, mais ces années 68 se terminent en gros vers la fin des années 70, ces mouvements deviennent moins massifs, et puis dans les années 80, on a toute une sorte disons, de diversification, parfois d'institutionnalisation de certains mouvements, et puis surtout, un petit peu comme dans ton cadre, Florimond, il y a aussi des gens qui après individuellement poursuivent un engagement internationaliste, on dirait de solidarité internationale, même si ça n'a plus le caractère massif que ça a pu avoir dans le cas du Vietnam, par exemple. Peut-être que dans les années 80, il y a eu la question, 10 ans, la décennie d'après, donc, la question de l'Afghanistan aussi qui s'est posée fortement. La dernière intervention de l'Union soviétique, qui probablement a contribué aussi son amourbement et à son éclatement finalement. Et là aussi, la mobilisation de soutien au peuple afghan a été différemment appréciée parce qu'évidemment, ça apparaissait d'abord comme une cause de la droite et de l'extrême droite. Moi, j'étais un des membres fondateurs du comité genevois de soutien au peuple afghan, mais il y avait des réunions européennes certaines auxquelles on participait, pas parce qu'il y avait des comités qui étaient tenus par des groupes fachos, belges, hollandais, etc., y compris dans le canton de Vaud d'ailleurs. Donc il y avait une forte opposition. Comment on se situe par rapport à une situation telle que l'Afghanistan, on n'a pas le temps d'en parler, mais enfin, il y aurait de quoi en parler longtemps. Voilà. On va passer rapidement au dernier ensemble, disons, géopolitique, aussi assez rapidement, mais j'ai évoqué tout à l'heure l'Iran du Shah, surtout à Genève, puisque il y a eu le Shah d'Iran est venu plusieurs fois en Suisse et notamment à Genève, et notamment en 72, il y a vraiment un mouvement d'opposition très fort, une manifestation qui a aussi été très virulente et une répression aussi de la police genevoise qui s'est aussi équipée au fil des mobilisations et qui a exercé une répression de plus en plus virulente face à ces manifestants aussi. Et puis, alors, on critiquait aussi disons, l'exportation d'armes de la Suisse et notamment aussi la présence en Suisse de la SAVAK, la police politique iranienne, qui a eu des activités en Suisse. Donc ça a été dénoncé. Et puis on va juste maintenant terminer sur la question palestinienne, qui a toute son actualité encore aujourd'hui. Là on a deux affiches, une qui date, donc les premières activités des comités de solidarité avec la Palestine datent de 66-67 en Suisse, et que là la première affiche là, c'est quand il y a eu ce massacre de militants palestiniens par les forces jordaniennes. Donc ils étaient exilés après la guerre des 6 jours. Des centaines de milliers de Palestiniens sont partis, ont dû quitter la Palestine et se sont exilés en Syrie, en Jordanie, au Liban. Et là, il y a eu un massacre, ce qu'on appelle Septembre Noir. Il y a beaucoup de militants. Il y a eu des cinéastes suisses, d'ailleurs, qui étaient partis interviewer des militants palestiniens, dont la plupart sont morts ensuite lors de Septembre Noir. Voilà. Et puis la toute dernière affiche, Journée internationale de solidarité avec les droits nationaux du peuple palestinien,
Voilà, c'est pour montrer aussi que il y a eu ces revendications aussi, on essayait je dirais de diffuser ça au niveau de l'ONU, parce que la présence de l'ONU à Genève, de ces différentes organisations qui en dépendent, hein, d'utiliser en fait la présence de ces organisations internationales à Genève comme caisse de résonance de la solidarité et de soutien à l'autodétermination, aux droits nationaux fondamentaux du peuple palestinien. Oui, juste par rapport à l'Iran, il y avait aussi le frère de Massoud Rajavi, qui était ici à Genève, qui organisait beaucoup d'activités, une association de soutien aux prisonniers par le choix à l'époque des forces révolutionnaires, disons, les moudjahidines du peuple, etc., en Iran. Et ça allait, il y avait l'avocat principal aussi du procès qui avait finalement évité que la peine de mort de Rajavi Massoud soit prononcée, enfin pas prononcée, mais exécutée. C'était Christian Gorbet, entre autres. Voilà. Et maintenant, par rapport à l'Afghanistan, moi, ce qui me frappe, c'est que, d'une certaine mesure, il y a eu une conscience, une compréhension pour la gauche de ce qui se passait, surtout après la guerre des 6 jours. C'est ce qui a réveillé beaucoup de choses, qui nous a amené à relire après, à suivre un peu l'histoire de l'OLP, la charte de l'OLP, comment les Occidentaux ont fait ravaler la charte de l'OLP qui préconisait un État unique, démocratique et laïque, où juifs, palestiniens, juifs, musulmans et chrétiens puissent vivre ensemble. Donc c'est comme ça qu'on est revenu en arrière. Mais le niveau de conscience et aussi le niveau de mobilisation a été pas à pas, avec des longs bas, et de temps en temps des remobilisations, comme actuellement. C'est-à-dire que la compréhension du projet sioniste, ce qu'il implique, est-ce qu'il véritablement, vers quoi il tend, n'a été que petit à petit, et souvent individuel, souvent par des découvertes de l'histoire. Moi, je vous raconte, après j'arrête, je vous raconte une anecdote simplement. Moi, j'ai compris ce qui se passait en Palestine parce que mon oncle était pasteur, j'avais 12 ans, et comme il était pasteur, j'étais au collège latin, il me faisait répéter mes leçons de latin. Et chez lui, il y avait des bouquins de photos de la Terre Sainte, des bouquins des années 30. Et par rapport à ce slogan de « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre », je me disais, mais ça ne joue pas. Je voyais les photos, il y avait du monde sur les photos. Et de même, la même idée de faire fleurir le désert, je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'oliviers, il y avait beaucoup de champs, etc. sur les photos. Je voulais juste dire ça, c'est pour insister sur le fait qu'il y a beaucoup dans cette prise de conscience, une prise de conscience qui est une recherche véritablement personnelle. Puis, bon, il y avait ce bouquin qui est sorti par l'association Suisse-Palestine ici à Genève en 1984, et je recommande ce bouquin qui vient de paraître, Antisionisme et histoire juive, parce que l'opposition au sionisme, elle était d'abord de la fait d'organisation de mouvements juifs de toute nature, religieux, pas religieux, athées, démocratiques, citoyens, de gauche, etc. Voilà. Bien, je vous remercie. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. On voudrait encore vous laisser quelques mots conclusifs. Donc évidemment, on ne peut pas conclure sur l'ensemble des problématiques qu'on a traversées. On s'en rend bien compte au pas de course et avec des fois des grandes distances géographiques et aussi en termes d'enjeux politiques. Donc pas de conclusion. On ne se permettra pas de conclure sur les sujets évoqués, mais j'avais envie de renouer cette rencontre en repartant de ce qu'on a dit au début. On a affaire à deux personnes qui se sont intéressées à la continuité des destins
soit le vôtre, Florian Rochard, en étant engagé professionnellement toute votre vie dans une défense des droits humains, dans le CETIM, dans le Centre Europe Tiers-Monde, vous êtes toujours membre du comité, il y a d'autres personnes dans la salle, et vous-même, Nuno Pereira, en étudiant les destins à la fois professionnels, politiques de nombreuses personnes. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus pour parler justement de ce saut entre la fin des années 70, chaudron protestataire, et aujourd'hui. Comment on transmet, comment l'expérience des mobilisations passées infuse dans les mobilisations futures. Vous avez versé vos archives en 2015 aux archives contestataires, donc M. Rochard fait partie des gens qui alimentent ces fonds. J'avais un petit peu envie de vous entendre sur vos expériences personnelles pour clore, et puis on aura peut-être 2-3 questions, mais pas trop longtemps, car le temps a malheureusement passé. Peut-être. Non. Oui, très vite. Alors, bon, c'est vrai que quand on évoque 68, les 68 arts, il y a cette idée reçue selon laquelle tous les 68 arts auraient tourné kazakh, devenu des militants de droite, voire d'extrême droite dans certains pays. Et avec ma collègue Cécile Péchu qui est là, nous avons mené depuis quelques années une recherche sur les conséquences biographiques de l'engagement politique dans ces mouvements des années 60 et des années 70. Et ce qui est évident, c'est que l'immense majorité des gens qui sont engagés à l'époque, ils ont poursuivi il y a une forme de continuité, disons, et que ces dispositions à la contestation, ils les ont ensuite transférées dans leur vie professionnelle, parfois aussi dans la vie syndicale, dans l'engagement aussi politique parfois, et pour montrer qu'en fait il y a beaucoup plus de continuité que de rupture à ce niveau-là, même si effectivement 30, 40 ans après, 50 ans après, le monde a bien changé. Mais je dirais l'engagement pour une transformation, pour un monde plus humain, pour l'émancipation, il est toujours d'actualité. Oui, il y avait un camarade qui avait écrit un texte d'une quinzaine de pages qu'il avait intitulé « Voir loin à l'échelle de l'histoire ». Je crois que c'est une question très importante, à la fois qui peut guider dans les mouvements politiques, les mouvements de lutte, d'éviter les deux écueils qui sont d'avoir une attitude droitière. On ne peut plus rien changer, on essaye d'atténuer les conséquences, et une attitude gauchiste qui surestime les situations. Je pense que nous-mêmes, dans les années 70, on les aurait plutôt surestimé dans les capacités ou les possibilités de changement. C'est évident. Deuxième chose, la question de l'eurocentrisme, l'occidentalocentrisme, une notion chère à Samir Amin, mais pas seulement à lui. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas une question d'opinion seulement, c'est une question de belvédère. C'est d'être très, très attentif depuis où on regarde la situation. Et ça, c'est vraiment un écueil à éviter et qui n'est pas encore du tout éradiqué. Quand on voit la manière dont on réfléchit aux situations, on réfléchit beaucoup encore en occidentaux, en genevois, enfin, en gens personnes qui vivent ici. Hein. La dernière chose que je voulais dire, bon, on a au CETIM, là, on fait allusion à la question du CETIM, on a travaillé sur la question paysanne, très fortement sur la question des droits économiques, socio et culturels paysannes, avec l'aboutissement d'une déclaration sur le droit des droits humains des paysans, en collaboration étroite avec la Via Campesina. Depuis que j'ai la retraite, j'ai lancé une collection qu'on appelait Pensée d'hier pour demain, c'est une série africaine. Il y a 14 bouquins qui sont sortis sur des grands leaders, disons, de l'émancipation africaine. Mais la chose qui me préoccupe aujourd'hui le plus, c'est que je suis effaré du peu de mouvements pour la paix qui se développent. Il y a une mobilisation importante, comme je n'ai jamais connue, sur la question de la Palestine. Mais de manière générale,
on entend ces discours de militarisation, de préparation à la guerre, on y va à pas léger. Il y a un ancien, j'ai noté son nom, oui, Georges Martin, qui vient de sortir un bouquin, c'est un ancien diplomate suisse. Et je l'ai entendu à la radio et il disait, effectivement, il était lui-même aussi effaré la manière dont on aborde cette question. On parle de guerre nucléaire, on sait que ces puissances ont des arsenaux faramineux. Et puis, oui, il faudrait se rapprocher de l'OTAN, il faut doubler le budget militaire. Ma foi, on pourra peut-être pas. On ne parle plus de paix, on ne parle pas de paix, sauf quelques guillonneries. Et ça, je trouve très, très inquiétant. Et il n'y a pas de mouvement pour la paix important non plus, à part une forte mobilisation, encore une fois, sur la Palestine, et une mobilisation jeune. Mais de manière générale, pour la paix, dans la jeunesse, il y a une forte mobilisation sur les questions du climat, très bien, mais pour la paix, je ne vois pas. Merci pour ces derniers mots. On vous remercie beaucoup pour votre venue. On vous applaudit.